Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. L'actualité internationale nous emmène où? Elle nous amène en Russie, en France, où nous allons parler notamment de la fermeture d'un média qui s'appelle RT France, qui est la filiale du groupe RT, qui est un média d'État russe. Les autorités françaises ont donc, pas les autorités françaises, disons que RT France a décidé de fermer la porte parce que la direction générale du Trésor a décidé de geler les avoirs de la filiale du groupe RT en France, l'empêchant ainsi de continuer à mener ses activités. Il faut savoir que RT France, d'abord, ça va mettre 123 personnes au chômage, dont 77 journalistes, et le reste étant des techniciens et des administratifs. Et justement, les salariés l'ont fortement déploré, puisque, évidemment, la décision vient de la Direction générale du Trésor, donc de l'État français. Cette administration, elle se défend en disant qu'elle n'a fait que mettre en place, elle n'a fait qu'appliquer en réalité les sanctions européennes relatives à un certain nombre de médias russes, sanctions qui avaient été prises en décembre dernier, le 19 décembre. Et donc, cette nouvelle batterie de sanctions-là touchait un certain nombre de groupes de presse russes, dont la maison mère de RT France. Et donc, par conséquent, la direction générale du Trésor a donc entériné le gel des avoirs de ce groupe-là, de ce média-là. Et donc, au nom de, une fois de plus, vous voyez, on fait du deux poids deux mesures parce que... Là, il n'y a pas la liberté de la presse. Justement, là, on voit qu'un groupe de presse, fût-il étranger, est accusé de propagande. Bon, alors, est-ce que la propagande, c'est lorsque l'on a un autre son de cloche? Alors que justement, la démocratie, c'est le foisonnement des opinions contraires, la possibilité à toutes les opinions de pouvoir s'exprimer, y compris celles avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il faut savoir que depuis la guerre en Russie, la guerre en Ukraine plutôt, la question de la propagande est devenue véritablement un élément, un argumentaire défendu par les gouvernements occidentaux pour justifier justement les actions qu'ils prennent à l'encontre de certains journalistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il est de plus en plus difficile pour les journalistes de pouvoir s'exprimer en donnant un autre son de cloche que celui qui est voulu par la doxa, la doxa de la presse locale. Il faut savoir que, par exemple, en France, 90% des médias sont entre les mains de 10 milliardaires. Il y a 10 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Quand je dis 90% des médias, c'est à la fois la presse télévisée, la presse écrite et la presse radiodiffusée. Donc, ce qui fait que, en réalité, ces 10 milliardaires-là sont également très proches de l'Élysée. Et donc, en général, c'est ce que vous allez remarquer, c'est que, en réalité, lorsque l'on veut véritablement s'informer, surtout sur la question de la guerre en Ukraine, lorsque vous prenez les dépêches vous citez, on prend n'importe quel média, vous pouvez prendre l'Express, vous pouvez prendre Figaro, vous pouvez prendre La Croix, vous pouvez prendre Paris Match, vous allez évidemment vous rendre compte très vite que c'est exactement les mêmes éléments de langage qu'ils emploient. C'est à croire que c'est un même message qui est diffusé. Et donc, pour les observateurs de l'actualité internationale comme nous, comme moi par exemple, suivre Russia Today permettait un peu d'avoir un autre son de cloche, permettait également d'avoir une autre analyse, en réalité, une autre vision du conflit et surtout avoir le point de vue des Russes eux-mêmes. Et ça, c'est quand même important lorsqu'on veut comprendre un événement aussi dramatique qu'est la guerre en Ukraine. Il faut avoir, pour la capacité à nous, des observateurs, nous les analystes de ces questions-là, de pouvoir analyser les sons de cloche venant de toutes les parties, y compris les parties adverses de celles que l'on a l'habitude d'écouter. Par contre, là, pour le coup de la fermeture de RT France, l'État français se cache derrière de nouvelles sanctions européennes et donc dit qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté de la presse puisque RT France faisait de la propagande. Il ne faisait pas de l'information, il faisait de la propagande. Alors, c'est quand même assez difficile de la part d'un groupe, de la part d'un pays dont le président
au cours d'une conférence de presse, c'était en décembre dernier, avait clairement dit qu'il allait utiliser ces médias d'État pour en faire des outils de propagande à l'image de ce qui se passe en Russie. Emmanuel Macron parlait en l'occurrence de France Média Monde, qui est la maison mère de RFI, Radio France Internationale, pour dire que désormais, on va, si tu veux, changer un peu la ligne éditorialiste de ces magazines-là, pour en faire de véritables outils au service de la France, donc au service des intérêts français. Bon, bref, ce n'est pas une nouveauté, ça on le savait déjà. Ces médias-là le faisaient depuis longtemps et c'est la raison pour laquelle le 17 mars dernier, RFI et France 24 avaient été suspendus définitivement au Mali et le 3 décembre dernier, le Burkina Faso a emboîté le pas au Mali en suspendant Radio France Internationale. Mais pour ces deux cas-là, la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il s'agissait de la violation de la liberté de la presse et que ces fermetures-là avaient été faites sans préavis et sans donc respecter, si tu veux, les règles déontologiques en la matière. Et ces deux journaux ont été allés loin en disant que pour ce qui concerne leurs activités, elles allaient continuer à informer les Maliens et à justement continuer à jouer leur rôle en tant qu'organe de presse en employant tous les moyens possibles. Donc on vous interdit d'être diffusé dans un pays et vous vous dites que vous allez quand même continuer à diffuser dans ce pays-là en utilisant d'autres canaux. RT France a décidé de faire la même chose puisque son site internet reste ouvert, mais il faut savoir qu'on ne peut pas attaquer RT France en utilisant le réseau normal. On est obligé d'utiliser des voies privées de navigation, donc des VPN. Et donc ces VPN, à travers ces VPN, on peut accéder au site RT France. Je l'ai fait et je continue à suivre RT France grâce au VPN. Et je continue donc à m'informer du point de vue des Russes sur cette question liée au conflit en Ukraine. Alors, ce qu'il faut donc retenir, c'est que malheureusement, RT avait... dans l'Union européenne, étaient installés dans deux pays, en Allemagne et en France. L'Allemagne avait très vite fermé, je crois, au mois d'avril dernier. Et donc, il ne restait plus au sein de l'Union européenne que le site de RT France. Malheureusement, RT France aussi, suite à la décision du gel de ses avoirs, a donc décidé, elle aussi, de fermer la clé sous le paillasson, donc de délocaliser ses locaux, mais elle va continuer à être diffusée à travers le réseau VPN. Merci Jean-Paul. L'Union européenne a décidé de livrer les chars Léopard, c'est ça? Bon, en fait, il faut savoir que l'Union européenne a décidé de mettre la pression à l'Allemagne pour qu'elle fasse lever son veto concernant la livraison des chars Léopard. Il faut savoir que déjà la Pologne avait fait savoir que, veto ou pas de l'Allemagne, elle allait livrer les chars Léopard qu'elle possédait. Mais il faut quand même être relativisé. La Pologne, c'est 14 chars Léopard. D'accord? Il faudrait à minima 2000 chars à l'armée ukrainienne pour espérer peut-être pouvoir avoir un vrai impact sur le front. Mais l'Allemagne avait demandé de livrer ces chars Léopard à condition que les Américains livrent aussi leurs chars. Mais oui, à condition que les Américains livrent les chars Leclerc. Mais il faut savoir que dans l'Union européenne, il y a le centre de décision est parti de l'axe franco-allemand vers les anciens pays de l'Est. Vous avez l'Allemagne, vous avez la Lituanie, vous avez l'Allemagne, la Lituanie, donc ces pays-là, les anciens pays de l'Est, la Lettonie, qui ont en fait comment dirais-je, qui ont des comptes à régler avec la Russie. Ce sont eux qui sont les plus virulents concernant cette guerre-là. Or, quand on regarde sur le papier, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, elles ne peuvent rien faire. Elles bombent le torse parce qu'elles font partie de l'OTAN et donc elles sont sous bouclier, sous protection américaine. Le jour où les Américains décideront de quitter l'OTAN, ces pays-là n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc, ce sont ces pays-là qui, aujourd'hui, dictent un peu à l'Union européenne la position qu'elle doit tenir vis-à-vis de la Russie et l'aide, que si tu veux, l'aide qui est sans cesse, l'escalade que l'on observe sans cesse dans la livraison des armes en termes de qualité, en termes de type d'armes, est exacerbée principalement par ces pays-là, ces anciens pays qui étaient membres du bloc soviétique. Donc, on en est là, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a même plus la main sur ses propres équipements, l'Allemagne n'a même plus la main sur sa propre souveraineté en termes de diplomatie sur cette question-là, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne avait toujours eu une position quand même de ne pas être
trop dure vis-à-vis de la Russie parce qu'elle espérait une fin rapide de ce conflit-là, avec la possibilité derrière de renouer des contacts avec la Russie et de renouer des partenariats économiques, notamment sur le plan énergétique, parce qu'il faut savoir que l'industrie allemande tirait énormément de bénéfices du partenariat énergétique qu'elle avait bâti avec la Russie. Et donc, le fait que les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 a été détruits, a porté un coup très dur à l'économie allemande qui est obligée de faire le tour du monde pour essayer de multiplier les partenariats, pour essayer de faire face à ça, parce que ça a des effets économiques très graves sur le pays. Et donc tout ça fait que l'Allemagne avait un peu cette position-là, de ne pas être trop dur, trop radical vis-à-vis de la Russie, parce qu'elle espérait qu'il fallait maintenir un minimum de bonnes relations pour que demain, une fois que le conflit cesse, ils puissent rapidement renouer des contacts politiques et économiques. Malheureusement, elle n'a plus cette main-là. La France non plus a perdu en influence au sein de l'Union européenne. C'est encore aggravé avec les dissensions qui entre la France et l'Allemagne, notamment sur le plan de l'armement, le bouclier européen, le bouclier antimissile européen que l'Allemagne a mis en place avec 14 pays. Sans la France, la mort du programme de chars franco-allemand, la mort du programme de l'avion de chasse européen, que les Allemands trouvent un peu trop français dans la conception. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis, il faut savoir que l'Allemagne a unilatéralement décidé de mettre en place un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros pour aider ces industries à faire face à l'inflation et donc pour leur permettre d'être compétitives. Donc, tout ça a fait que, même si on a vu les images dernièrement du Conseil des ministres franco-allemands où on a essayé de montrer une forme d'unité de façade, à mon avis, mais je pense que les dissensions sont véritablement profondes et le fait que les deux pays-là, qui étaient jusqu'à présent les moteurs de l'Europe, n'aient plus la main sur notamment les anciens pays de l'Union soviétique, montre à suffisance combien de fois, évidemment, l'Allemagne, une fois de plus, a dû lâcher du lest parce qu'elle n'avait plus véritablement l'influence, elle n'a plus la main sur ces pays-là. Et donc, pour éviter d'être taxée de tous les noms, d'être taxée de lâches, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le terme que Zelensky avait employé pour parler notamment des pays qui ont peur de livrer des chars ou de livrer des armes lourdes. Il les a traités de lâches tout simplement. Et donc l'Allemagne a donc dû se résoudre à accepter que ces chars-là soient livrés. Mais il faudrait à minima 2000 chars à l'Ukraine pour espérer véritablement renverser la situation sur le terrain. Et ça, on en est encore loin parce que pour livrer 2000 chars, il faudrait au minimum entre 6 et 7 mois d'attente pour les Ukrainiens. Et je ne pense pas que les Russes vont laisser faire et ne pas réagir. Ils ne vont pas rester là à attendre 7 mois que les 2000 chars arrivent. Ils prendront très certainement aussi des mesures pour justement contrecarrer ce projet-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On reste connecté, on va retrouver Virtual DJ pour la musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.